faire pour votre application pour la rendre fluide, c'est de ne jamais bloquer le thread de l'interface utilisateur. La plupart des applications qui ont des problèmes de performance, donc par exemple quand vous faites défiler une liste, je ne sais pas, de contacts ou de messages, et que vous voyez que l'animation n'est pas fluide, c'est tout simplement parce que l'application fait des choses dans le thread de l'interface utilisateur qu'elle ne devrait pas faire, et ça interrompt les animations. Une application qui le fait beaucoup, par exemple l'application officielle Twitter, a beaucoup ce problème. Donc généralement, le genre de choses que vous ne voulez pas faire dans le UI thread, c'est des choses comme les accès disques, les accès réseau, décoder de grosses images, faire des traitements de mots, des gros calculs, etc. Parfois, vous êtes obligé de le faire. Il y a plein de petites techniques que vous pouvez utiliser pour améliorer les choses, mais je ne vais pas trop rentrer dans ces détails aujourd'hui. En revanche, même si vous devez éviter de faire des gros calculs dans l'UI thread, vous devez toujours manipuler les views, donc les composants graphiques, depuis ce thread-là. C'est aussi une erreur que commettent pas mal d'applications, c'est d'essayer d'accéder, pour essayer d'améliorer les performances, aux composants graphiques depuis d'autres threads, et ça peut causer des bugs qui sont très difficiles à trouver et à corriger, puisque généralement ce sont des bugs très subtils, surtout quand on utilise des machines avec plusieurs corps. Donc deux API que vous pouvez utiliser pour vous assurer que vous manipulez la UI sur le bon thread. Ces deux-là, donc la méthode post sur la classe view, qui vous permet d'exécuter un petit runnable qui sera garanti d'être exécuté sur le bon thread, et la classe handler qui est généralement la méthode préférée pour discuter avec ce thread-là. Une des meilleures manières de débugger votre application et de vous assurer que vous ne faites pas de bêtises sur l'UI thread est d'utiliser une API qu'on appelle le strict mode. Donc le strict mode, c'est quelque chose que vous exécutez généralement au démarrage de votre application. Donc par exemple dans votre activité, quand vous créez l'activité, vous allez exécuter une ligne de code qui ressemble à celle-là. Donc ici par exemple on va installer une policy, ça se dit comment en français? Alexis, tu vas me faire les traductions. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, on va exécuter une thread policy sur le thread courant. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va détecter toutes les erreurs possibles que connaît le strict mode. Et en cas de violation d'une de ces règles, on veut terminer l'application, on va crasher l'application et on aura une stack trace qui nous expliquera exactement où le problème a lieu. Donc je vous invite à regarder cette API si vous ne la connaissez pas. Vous n'êtes pas obligé de crasher l'application, vous pouvez simplement afficher des logs, vous pouvez afficher un message d'erreur, vous pouvez afficher un flash rouge à l'écran. Et c'est un moyen vraiment très simple pour vous de vous rendre compte de ce qui se passe dans l'application. C'est quelque chose qu'on avait créé, nous, en interne, à l'époque de Gingerbread, donc Android 2.3. On avait activé ça par défaut pour toutes nos applications. Et pendant quelques mois, c'était assez rageant d'utiliser son téléphone, parce qu'il passait son temps à flasher en rouge de partout. On a corrigé un à un tous ces problèmes, et ça a beaucoup amélioré les choses. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça quand votre application est en mode de développement. N'hésitez pas à utiliser le strict mode. Alors, donc pour éviter de faire des longues opérations sur le UI thread, évidemment la chose la plus facile à faire c'est de créer un thread et d'exécuter une action. Donc c'est peut-être quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, mais si vous avez une petite opération très simple à faire, n'hésitez pas à créer un thread et à le lancer, vous pouvez l'exécuter directement, c'est pas la peine de faire des sous-classes, des poules de thread, etc. C'est une technique que nous on utilise pas mal justement quand on utilise le strict mode et qu'on a corrigé tous ces problèmes. C'est quelque chose que vous verrez beaucoup dans le code source d'Android. Si vous le regardez sur GitHub. Vous pouvez aussi utiliser Async Tasks. Combien d'entre vous connaissent Async Tasks ou s'en servent? Bon, je vous félicite, les autres, vous avez du boulot. Donc Async Tasks est une manière simple d'utiliser un pool de threads pour faire des longues opérations de tâches de fond, mais de communiquer les résultats dans la UI. Vous pouvez le faire vous-même en utilisant des handlers, des messages, en créant votre propre thread, etc. Mais bon, c'est un peu de boulot, il faut bien comprendre les API, il y a beaucoup d'overhead. Donc à la place, vous pouvez vous créer votre propre classe. Donc par exemple ici, c'est tiré d'une application que j'ai écrite ce week-end pour une autre présentation. Donc je vais charger des photos depuis Picasa. Je me suis créé une petite sous-classe de Async Task et je l'exécute en lui passant le paramètre qui est mon login pour Picasa. Donc voici à quoi ressemble l'implémentation de l'Async Task. Il suffit d'étendre la classe Async Task et vous avez trois types de paramètres. Donc vous avez les paramètres d'entrée pour la tâche, vous avez les valeurs intermédiaires que vous allez, ce qu'on appelle le progress. Donc pendant que la tâche s'exécute, de temps en temps, vous pouvez envoyer des informations à la UI pour dire à l'utilisateur, voilà, quelque chose s'est passé, je ne sais pas, faire progresser une barre de progrès, des choses comme ça. Et ça, c'est la valeur de retour de la tâche.
Donc la seule méthode que vous avez à implémenter, c'est la méthode qui s'appelle doInBackground. Vous recevez les paramètres, donc dans l'exemple précédent, vous recevez le login de l'utilisateur. Et donc là, vous êtes garanti d'être appelé dans un thread en tâche de fond. Donc ici, vous faites le travail qui est long. Donc par exemple, dans ce cas-là, on va aller appeler Picasa, on va utiliser un protocole qui va communiquer sur le réseau. Ensuite, pour chaque photo sur mon compte, on va aller charger un bitmap, donc ça va télécharger des images depuis le réseau. Donc ça prend beaucoup de temps, mais ça ne va pas bloquer le thread de la UI. Par contre, chaque fois que j'appelle publish progress, ça va invoquer cette méthode ici, onProgressUpdate, sur le UI thread. Donc chaque fois qu'on arrive à charger une photo depuis Picasa, on envoie cette photo à la UI, et ici on appelle une autre méthode qui simplement rajoute la photo dans l'interface utilisateur. Donc encore une fois, si vous vouliez faire ça, vous verrez sûrement des logs, des messages, des handlers, etc. Ce serait pas mal de code. Ici, il n'y a pas grand chose à faire. Et à la fin, quand vous retournez votre valeur finale, donc la liste des photos qui ont été téléchargées, on invoque la méthode onPostExecute et vous recevez ce résultat. Donc ici, vous êtes invoqué à nouveau sur le UI thread et vous pouvez modifier votre UI. Si vous allez regarder la documentation des syntaxes, ça explique tout ça en détail. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire avec les syntaxes. Alors malheureusement, ces deux solutions sont simples, mais elles peuvent entraîner de gros problèmes. Donc là, il y a un peu beaucoup de code à l'écran, et je vais vous montrer un des problèmes qu'on a trouvé dans des applications que nous avons écrites nous dans l'équipe Android. Je crois qu'on a vu ce problème dans l'application des paramètres du téléphone. Donc on a tout simplement un toggle button, donc c'est le switch on-off dans la UI pour allumer le Wi-Fi ou éteindre le Wi-Fi. Et on a un listener, donc chaque fois que l'état du bouton change, on veut écrire la valeur d'un booléen dans le fichier de préférence. Donc pour éviter de bloquer le thread de la UI, puisqu'on fait un accès disque, on a créé un petit thread ici qu'on démarre à chaque fois. Est-ce que vous pouvez voir le problème qu'il y a dans ce code-là? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui peut... Je vous le dis, on a un problème. Pas d'idée, les threads c'est difficile. Donc le gros problème, voilà, c'est ça. Mettons que par exemple nous sommes dans le UI thread, on reçoit l'événement qui dit le switch est à l'état on. Donc on crée un nouveau thread qui va essayer de faire l'accès disque. Et juste après, et on commence l'opération d'écrire sur le disque. Et juste après, dans le UI thread, on reçoit l'état du switch qui est à off, parce que l'utilisateur a double-cliqué par exemple sur le bouton. On va créer un deuxième thread qui va aussi essayer d'écrire sur le disque. Mais malheureusement, le premier thread, pour une raison quelconque, va être bloqué ou ne va pas être schedulé en premier. C'est le deuxième thread qui va finir son exécution d'abord. Donc à la fin, dans la UI, on verra le switch à l'état off, et c'est le switch à l'état on qui sera enregistré sur le disque. Et donc ça, c'est un problème qui est très difficile à détecter et surtout qui n'arrivera que très rarement. Donc de temps en temps, vous aurez un utilisateur qui vous enverra un email, il ne sera pas content, il vous mettra une mauvaise note sur Market, et vous aurez beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que dans Android, et ce genre de problème arrive de plus en plus maintenant que évidemment nous avons des processeurs à 2 ou 4 corps, ou peut-être plus dans le futur, les threads s'exécutent vraiment en parallèle, donc ce genre de problème arrive plus souvent. Donc, pour corriger ce problème, Async Task, maintenant par défaut depuis Android 3.0, toutes les Async Tasks que vous créez sont sérialisées. C'est-à-dire que chaque fois que vous créez une Async Task, on prend un thread depuis un pool, et avant Android 3.0, les threads pouvaient s'exécuter dans n'importe quel ordre, et donc l'exemple que je venais de vous montrer sur le slide précédent arrivait assez régulièrement. Donc pour corriger toutes les applications d'un seul coup, quand Android 3.0 est arrivé sur des machines avec 2 corps, nous avons rendu les tâches réalisées. Donc ça a posé d'autres problèmes. Par exemple, il y avait des applications qui utilisaient Async Task pour faire de très longues opérations, qui créaient par exemple un serveur socket dans les Async Task et donc qui bloquait le reste des tâches pendant plusieurs minutes. Async Task n'est pas prévu pour remplacer les threads. C'est vraiment fait pour faire des petites opérations comme écrire quelque chose sur le disque rapidement, écrire une image par exemple, ou charger une image, ou lire quelque chose depuis le réseau. C'est vraiment pas fait pour rester, en exécution pendant plus de quelques secondes. Merci. Et si vous ne voulez pas ce comportement de tâche sérialisée, on a une nouvelle API qui s'appelle Execute en exécuteur, où vous pouvez proposer votre propre policy d'exécution des threads, et donc si vous voulez, vous pouvez le faire entièrement en parallèle. Voilà, donc ça c'était la partie un peu en direct avec les threads, donc on va parler de la UI. Un autre gros problème des applications Android est l'utilisation assez large de la classe vue. Donc, par exemple, il y a quelques semaines, je débuguais un problème dans l'application musique d'Android. Et j'ai un outil de debugging dont je parlerai un peu plus tard qui mettait plusieurs minutes à se lancer. Et j'ai découvert que l'application musique utilisait presque 1000 views en même temps en mémoire.
alors qu'à l'écran, bon, sur un petit téléphone, on voit, je sais pas, 4 albums et 2 titres de chansons. Mais bon, ils avaient chargé toutes ces vues en mémoire. Donc le gros problème, c'est qu'une vue est assez facile à rajouter dans la UI. Vous mettez vos fichiers XML, vous rajoutez un linear layout, une TextView, des choses comme ça. Mais les vues sont très très coûteuses sur nos téléphones. Elles sont très coûteuses tout d'abord en temps d'exécution. Donc lorsque vous initialisez l'application, lorsque vous créez une nouvelle activité, le nombre d'attributs XML que vous utilisez dans vos vues, dans les tags XML, va directement influencer le temps que l'activité va mettre à se créer. Donc ce graphe est juste ici pour illustrer mes propos, hein, c'est pas du tout basé sur des vraies valeurs. Et ça d'ailleurs c'est un mot en anglais, hein, c'est pas inflation, l'inflation économique, c'est le gonflage des fichiers XML. Pardon. Il n'y a pas de traduction française. Donc c'est une des motivations pour vous d'essayer de ces moins de vues dans votre UI, c'est de tout simplement améliorer le temps de démarrage de votre application, surtout sur des plus vieux téléphones, ou des téléphones, ou même des téléphones qui sont en train de faire beaucoup de travail. C'est des tâches qui tournent en fond, par exemple Gmail qui est en train de synchroniser les emails, Google Music en train de synchroniser la musique. Vous aurez moins de temps de processeur pour faire ce genre de choses. La raison pour laquelle il faut aussi essayer d'utiliser le moins de vues possible, c'est qu'une vue peut prendre beaucoup d'espace mémoire. Donc une TextView, par exemple, que vous allez utiliser pour afficher simplement une petite étiquette à l'écran, rien que la structure de données occupe 800 octets en mémoire. Donc si vous êtes dans le cas de l'application de musique dont je parlais, qui avait à peu près 400 TextViews chargées en mémoire à la fois, ça vous fait déjà 400 x 800 octets juste pour les structures de données. Donc si vous rajoutez à cela tous les icônes qui étaient dans les TextViews, plus tout le texte, les strings, les rectangles, les paints, on a beaucoup d'objets en interne pour afficher une TextView, on en est déjà à 1 ou 2 mégaoctets juste pour contenir les vues elles-mêmes sans le reste de l'application. Et encore une fois, ça allonge les temps de chargement de l'application puisqu'il faut allouer toute cette mémoire et le garbage collector devient de plus en plus lent puisqu'il va parcourir de plus en plus des mémoires dans le heap d'applic. Il est encore pire que d'utiliser beaucoup de views, c'est d'utiliser beaucoup de layouts, donc tous les linear layouts, relative layout, frame layout, etc. Lorsque vous créez votre UI, c'est vrai qu'il est parfois difficile de manipuler ces objets, et on se retrouve très souvent en imbriqué beaucoup les uns dans les autres. Donc je vois très souvent par exemple un frame layout dans un frame layout dans un frame layout dans un linear layout. À tel point d'ailleurs qu'il y avait Instagram par exemple qui récemment sur mon téléphone crashait, ils avaient une Stack Overflow. Ils avaient tellement de vues imbriquées les unes dans les autres qu'on n'avait plus assez de place dans le stack du thread de la UI pour exécuter le code. Mais c'est surtout que chaque layout ajoute beaucoup de surcharge pondérale, je veux dire, je ne trouvais pas de meilleur mot en français, pour manipuler tous ces enfants. Donc un layout a des enfants. Si vous allez voir le code source de la classe qui s'appelle viewgroup.java, dans le code source d'Android, vous verrez qu'il y a énormément de code que l'on doit exécuter pour mesurer les enfants, pour faire la mise en page des enfants et pour dessiner les enfants. Certains layouts sont plus coûteux que d'autres. Relative layout, par exemple, peut, suivant comment vous l'utilisez, être extrêmement coûteux. Dans le pire des cas, Relative layout, si je me souviens bien, va mesurer ses enfants 5 fois. Donc, chaque enfant va être exécuté 5 fois pour faire la mise en page. Un autre attribut qui est très coûteux, c'est le layout weight. Donc, quand vous utilisez le layout weight dans un linear layout, ça permet de distribuer l'espace vide qui reste à la fin, par exemple un champ texte que vous voulez agrandir. Et quand vous utilisez le layout weight, on doit mesurer l'enfant sur lequel il y a le weight 2 fois. Le problème, c'est que si cet enfant est lui-même un linear layout et que lui-même il a des enfants qui ont des layout weight, etc., bah, vous avez un algorithme exponentiel et très rapidement votre UI va devenir très lente. Encore une fois, j'ai vu par exemple Twitter qui avait ce problème sur ICS. Quand on tapait un nouveau tweet, c'était très très lent, chaque caractère mettait à peu près 60 millisecondes à s'afficher, donc c'était assez désagréable. Et c'est juste parce que sur chaque caractère, ils causaient une nouvelle mise en page de l'écran, et leur layout était tellement compliqué que ça mettait 60 millisecondes pour le faire. Faites très attention aussi lorsque vous appelez request layout, directement ou indirectement. Donc request layout va forcer une nouvelle mise en page de l'écran, donc on va devoir remesurer toutes les vues, réexécuter les algorithmes de placement, de positionnement des vues à l'écran, et c'est généralement ce qui est le plus coûteux. Donc si notamment vous essayez de faire des animations et vos animations provoquent des request layouts, vous aurez sûrement de gros problèmes de performance. Donc la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est d'utiliser par exemple TraceView, qui est notre profiler, pour vérifier que vous avez pas request layout lorsque vous avez des problèmes de performance. Et si c'est le cas, essayez de faire autrement.
Donc la meilleure chose que vous pouvez faire, réduisez le nombre de views et surtout aplatissez vos layouts, donc évitez d'imbriquer beaucoup de layouts les uns dans les autres. À la limite, c'est pas trop grave si vous avez 200 ou 300 views, du moment que l'arbre est très très plat, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Si vous allez sur le blog officiel d'Android, donc d.android.com, j'ai écrit quelques articles qui présentent des astuces que vous pouvez utiliser pour aplatir vos layouts. Il y a des choses relativement simples que vous pouvez faire. Par exemple, si vous voulez afficher du texte avec un icône, ce que beaucoup de gens font, c'est un linear layout horizontal avec une image view et une text view. Et en fait, text view elle-même sait afficher des icônes autour du texte. Vous pouvez remplacer 3 views par une seule. Donc il y a beaucoup de petites techniques comme ça que vous pouvez utiliser. Et j'en reparlerai tout à l'heure. On a maintenant un outil qui vous permet même d'automatiser ça. Dans vos fichiers XML, on a un composant très, très peu connu qui s'appelle le viewStub. Combien d'entre vous savent ce qu'est le viewStub? Ok, bon, c'est pas beaucoup. Alors le viewStub est très pratique justement quand vous avez une UI qui est très complexe, mais qu'une grosse partie de cette UI ne sera visible que très rarement. Donc l'exemple que j'avais, par exemple, j'avais écrit une petite application d'exemple où j'avais une liste de livres comme ma bibliothèque de livres, et j'avais un bout de la UI qui apparaissait quand je téléchargeais un nouveau livre depuis le serveur. Et donc ce bout de la UI, ajouter un livre, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Donc j'ai utilisé un viewStub pour ça. Le viewStub en fait est une sorte de point d'ancrage dans votre arbre de vue qui peut être remplacé à runtime par un autre fichier XML. Donc il y a une méthode que vous pouvez appeler sur un viewStub, vous dites inflate, et il va se remplacer par le contenu d'un fichier XML. Donc ça vous permet d'optimiser le temps de chargement de vos applications, de réduire le nombre de vues que vous avez à l'écran la plupart du temps, mais au moment où vous avez besoin de rajouter des vues dans la UI, c'est très facile. Il suffit de faire un find view by ID, de trouver le viewStub, de lui dire vas-y, inflate-toi, remplace-toi par le fichier XML que je veux. Encore une fois, si vous allez sur le blog officiel d'Android, j'ai écrit un article à ce sujet qui explique comment s'en servir. L'API est très très simple. Quelque chose que beaucoup plus de gens devraient faire, c'est tout simplement de créer des vues et des view groups personnalisés. Toutes les vues et les layouts qui font partie du UI Toolkit sont souvent lourds et pas aussi efficaces qu'ils ne pourraient l'être, puisqu'ils doivent être génériques. Et ils doivent marcher dans n'importe quelle application, ils servent à faire plein de choses différentes. Mais quand vous écrivez votre application, vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Et il est parfois beaucoup plus facile pour vous d'écrire une vue qui fait une seule chose très très bien, très efficacement, très rapidement, plutôt que d'essayer de prendre nos composants génériques et de les forcer à faire la même chose. L'exemple le plus probant que j'ai, c'était l'application de Gmail qui est fournie donc avec Android. Lorsque vous êtes dans la liste de conversations, donc chaque conversation, vous avez la liste des destinataires, vous avez une petite étoile pour mettre la conversation en favori, vous avez une checkbox, vous avez la date, vous avez l'heure, etc. Et avant, ils utilisaient énormément de layouts imbriqués, ils avaient une trentaine de vues par item dans la liste, par conversation. Et on leur a dit en fait d'écrire une seule vue customisée qui sait faire ça. Donc pour eux, c'était beaucoup plus simple à écrire qu'un fichier XML compliqué. Ils ont beaucoup plus de contrôle dessus, et d'un seul coup, ils ont pu enlever 100 ou 200 vues de leur UI. Donc les temps de chargement sont plus rapides, ça défile plus rapidement, etc. Et si ce sujet vous intéresse, j'avais donné une présentation à DevOps en 2010, donc la vidéo est disponible en ligne. C'est une présentation, et je crois que la deuxième demi-heure de la présentation, j'explique comment créer un layout. Donc je donne l'exemple d'un flow layout, où les composants simplement vont à la ligne quand on atteint le bout de l'écran. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que ça en amont. Alors ça, c'est aussi une des choses les plus importantes que vous pouvez faire dans vos applications, c'est de trouver tous les endroits où vous utilisez le mot-clé new et de l'enlever. Alors, il ne faut pas le faire de partout, évidemment, mais ce qui est important, c'est de le faire dans toutes les fonctions de dessin, de layout, toutes les fonctions qui reçoivent des événements, par exemple du touchscreen, tous les événements clavier, tous les endroits, toutes les méthodes qui vont être rappelées très souvent. Assurez-vous que vous ne faites pas d'allocation mémoire. Les allocations elles-mêmes prennent un peu de temps, mais ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que si ces fonctions sont appelées très régulièrement, vous allez créer plein d'allocations, et au bout d'un moment, le garbage collector va débarquer, il va arrêter votre application pendant quelques instants, et s'il y a une animation qui est en train de se dérouler à ce moment-là, eh bien l'animation ne sera pas fluide, les utilisateurs ne seront pas contents, et diront encore qu'Android, c'est pas bien. Ou ils vont mettre une mauvaise note sur Market, si ça peut vous motiver, pardon, sur Play Store, si ça peut vous motiver. Alors, pour vous aider à détecter et à corriger tous ces problèmes, on a tout un tas d'outils qui font partie du SDK. Je mettrai une présentation en ligne ce soir, je serai au Paris Android User Group, où je donne une présentation d'une heure sur les outils du SDK qui sont méconnus. Je le mettrai en ligne aussi. Si vous ne connaissez pas, vous pourrez vous référer à cette présentation pour avoir plus d'informations à ce sujet.
Mais voilà les outils principaux que vous devriez utiliser. Donc on a TraceView, qui est notre profiler, qui permet d'identifier les bottlenecks, les goulots d'étranglement de performance. Hierarchy Viewer, combien d'entre vous connaissez Hierarchy Viewer? C'est pas assez. Donc Hierarchy Viewer est un outil qui est conçu spécialement pour débugger la UI. C'est ce que je pourrais vous faire. J'essaierai de vous le montrer à la fin si on a un peu de temps. Hierarchy Viewer, en fait, vous le connectez à une application qui est en train de tourner et il va vous afficher l'arbre complet des vues sur votre ordinateur. Et pour chaque nœud de l'arbre, donc pour chaque vue, vous pouvez inspecter la liste des propriétés. Donc vous pouvez voir les paramètres de layout, le texte d'une text view, ce genre de choses. Et ça vous donne une idée, ça vous donnera rapidement une idée de la complexité de votre UI. Et puis si vous essayez de l'améliorer en retirant des views, ça vous permettra de voir les progrès que vous faites. DDMS est un outil standalone dans le SDK, mais qui était aussi en fait intégré au plugin Eclipse. Et il contient deux outils très intéressants. Il y a l'Allocation Tracker, qui va vous donner en temps réel toutes les allocations que vous faites dans votre application. Donc généralement, ce que je recommande, c'est si vous avez des animations ou lorsque vous faites défiler une liste view, vous pouvez utiliser l'Allocation Tracker pour vérifier que vous ne faites pas des allocations durant ces moments critiques. Et Lint est un nouvel outil dans le SDK, je crois qu'on l'a rajouté dans le SDK dans la version 16 ou 17. C'est une inspection statique de votre application. Il va regarder, il va inspecter en fait votre code et tous les layouts XML. Il va essayer d'identifier tous les problèmes dont je parlais, par exemple, si vous utilisez trop de vues, si vous pouvez remplacer un linear layout et une image view et une text view par une seule text view. Il va repérer tous ces problèmes communs que nous on connaît et il va vous proposer des solutions. Donc la plupart du temps, vous avez juste à dire oui, j'accepte cette solution, le résultat sera le même, mais plus efficace. Alors, cette API est, donc LayerType, c'est une API qui est apparue dans Android 3.0, qui est utile quand vous activez l'accélération matérielle pour votre application. Donc si votre application utilise le Target SDK 14, donc à partir de SIS, l'accélération matérielle est automatiquement activée. Avant SIS, ou si vous n'utilisez pas le Target SDK 14, vous devez demander l'accélération matérielle manuellement. Donc si ce sujet vous intéresse, j'ai fait une présentation à Google I.O. en 2011 qui est disponible sur YouTube, où je parle de ça en plus de détails pendant 1 heure. Et si vous n'avez pas d'appareil sous ICS, l'émulateur que nous avons mis à jour la semaine dernière gère maintenant les cartes graphiques sur les desktops. Donc vous pouvez tester l'accélération matérielle directement dans l'émulateur. Ne serait-ce déjà parce que votre application tournera beaucoup plus vite, donc c'est plus agréable pour vous pour développer. Mais ça vous permettra aussi de tester ce genre d'API qui sont très pratiques. Donc le LayerType vous permet tout bêtement d'activer un layer sur une vue. Donc on a plusieurs types de layers. Vous pouvez spécifier une paint optionnelle. Et donc les layers servent à ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a complètement chamboulé la manière dont le système de rendu fonctionne dans Honeycomb, donc Android 3.0. Encore une fois, vous pouvez aller voir cette présentation que j'ai sur YouTube qui explique tout en détail. Mais en gros, voilà ce qui se passe. Lorsque vous avez une vue maintenant, la vue contient une display list, donc c'est une série de commandes qui indique au système de rendu comment dessiner la vue. Donc par exemple ici, j'ai pris l'exemple d'un bouton. Donc c'est le type de commande que vous trouvez dans un bouton. Le problème est que chaque fois que l'on doit dessiner le bouton à l'écran, donc par exemple vous animez le bouton, vous voulez le déplacer d'un bout à l'autre de l'écran avec une animation, à chaque fois que l'on dessine le bouton, on doit réexécuter toutes ces commandes. Donc même en utilisant l'accélération matérielle, ça prend pas mal de temps, il y a pas mal de boulot à faire. Mais si vous utilisez les layers, en fait, on va simplement, la première fois, dessiner toutes ces commandes dans une espèce de tampon en mémoire. Et ensuite, lorsqu'on doit dessiner le bouton, si vous l'animez, on va simplement redessiner le layer. Le layer, dans le processeur graphique, c'est simplement une texture. Donc c'est quelque chose qui est très rapide à dessiner. C'est extrêmement efficace. Évidemment, si vous modifiez le bouton, si vous faites un invalidé dessus, si l'utilisateur clique sur le bouton, on mettra à jour le layer avant de le dessiner à l'écran. Donc vous pouvez utiliser 3 types de layers. Le premier type est appelé None, donc c'est simplement l'état par défaut, il n'y a pas de layer associé à la vue. C'est aussi quand vous voulez désactiver un layer après l'avoir activé. Vous pouvez utiliser les layers software. Donc un layer software, on va créer un bitmap, donc la classe bitmap qui est disponible dans Android, et on va faire le rendu de la vue dans le bitmap en utilisant le système de rendu en software. Donc les layers software, l'intérêt majeur est en fait pour des raisons de compatibilité. Si jamais il y a des bugs dans le système de rendu avec accélération matérielle, ou s'il y a des fonctionnalités que nous ne supporterons pas dans le système de rendu avec accélération matérielle, et que vous voulez quand même en profiter dans la majeure partie de votre application,
vous pouvez simplement aller chercher la vue qui pose problème, lui donner un layer software et tout marchera correctement. Nous avons également donc, les layers hardware, et c'est ça que vous devriez essayer d'utiliser le plus souvent quand vous faites des animations. Donc avec un layer hardware, on va utiliser le GPU pour dessiner dans une texture, donc ça va être très rapide de mettre à jour la texture, et ensuite quand on voudra dessiner la texture, ce sera également très rapide puisqu'elle est déjà dans le GPU. Donc ça c'est pour vous donner une idée de la différence entre ces différentes méthodes. Donc là j'ai pris l'exemple d'une list view que j'animais, elle passait en fait d'un bord à l'autre de l'écran tout simplement en se déplaçant sur un seul axe. Donc avec l'accélération matérielle activée, donc avec ce nouveau système de display list, la list zoom était à peu près 2 millisecondes à se dessiner par trame. Donc ça c'était sur une tablette Motorola Zoom. En la dessinant en software, donc en désactivant l'accélération matérielle pour cette application, la list zoom était 10 millisecondes à se dessiner. Et si on active le layer hardware pour la liste, là on tombe dans les erreurs d'arrondi, ça prend à peu près 0. Le GPU fait ça, on peut en faire autant qu'on veut. Il n'y aura absolument pas de problème. Donc, c'est vrai que même avec 2 millisecondes, c'est relativement rapide, mais souvent dans la UI, il y a d'autres choses à dessiner. Donc, vous voyez bien qu'il y a d'énormes gains à faire en utilisant les layers hardware pour les animations. Je pose une question. Oui. Par contre, c'est pas conseillé d'activer pour toutes les vues, sur la mémoire. Voilà, alors non, effectivement, c'est pas conseillé d'activer pour toutes les vues. D'ailleurs, j'ai un slide à ce sujet, parce que le problème, effectivement, est qu'on doit créer ces gros tampons mémoire. Donc, pour vous donner une idée, le Motorola Zoom, si vous avez une vue qui fait à peu près la taille de l'écran, et que vous activez le layer hardware, ça prend 4 mégaoctets. Et c'est encore pire en software, parce que si vous activez le layer software, on doit allouer un bitmap au côté de la VIX, donc qui fait 4 mégas. On doit le copier dans une texture dans le GPU qui fait 4 mégas, donc on en a 8 mégas. C'est quand même assez lourd. Mais je vais vous expliquer comment vous en servir efficacement. On va revenir sur les layers un peu plus tard, mais je voulais maintenant parler de nouvelles propriétés qu'on a rajoutées dans Android 3.0 et qui vous permettent de faire des animations beaucoup plus intéressantes pour les vues, mais aussi d'appliquer des transformations statiques, chose qui n'était pas possible avant, du moins pas facilement. Donc maintenant, vous pouvez changer l'opacité des vues, vous pouvez appeler set alpha, vous pouvez mettre vos vues semi-transparentes. Vous pouvez animer la position des vues, vous pouvez animer la taille des vues, vous pouvez faire des rotations en 2D et en 3D, et vous pouvez changer l'origine des transformations pour le scale et le rotate. Alors l'intérêt de ces propriétés, et la raison pour laquelle, si vous pouvez, vous devriez les utiliser, c'est qu'elles sont traitées de manière très spécifique en interne. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez appliquer, je ne sais pas moi, rotation sur un bouton, quand vous allez appeler la fonction rotation sur ce bouton-là, on ne va pas modifier le bouton en fait. On va aller dire au parent du bouton qu'il faudrait que le bouton soit affiché soit affiché avec une rotation. L'intérêt de ça, c'est que lorsque vous animez des vues avec ces propriétés, nous n'avons pas besoin de redessiner ces vues. On n'a pas besoin de régénérer les display lists, ou si les vues ont un layer, on n'a pas besoin de rafraîchir le layer. Donc c'est comme ça que si vous appliquez un layer hardware sur une vue et que vous animez la vue, par exemple pour la translater de l'autre côté de l'écran, on ne va jamais redessiner le layer, on va se contenter de déplacer cette texture dans le GPU, donc ça va être extrêmement efficace et ça va coûter à peu près 0 millisecondes par frame pour le faire. On a également de nombreuses autres optimisations en interne, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous avez intérêt, vous pouvez aller voir le code source. Mais c'est très important. Donc voilà ce qui se passe. Donc, par exemple, ici, on a un petit art de vue. Donc on a un groupe de vues, par exemple un linear layout avec 2 enfants. Et nous avons l'arbre miroir. Donc c'est complètement interne au système. On n'a pas d'API pour y accéder. Et donc le view group a sa propre display list. L'enfant A a sa propre display list. Et l'enfant B, on lui a donné un layer. Donc si jamais j'applique une rotation en 3D de 45 degrés sur l'enfant B, l'enfant B va dire à son parent « j'ai besoin de me redessiner », mais on sait que c'est pour une de ces transformations. Donc le parent va en fait aller dire à sa propre display list il faut te redessiner, et on ne va pas aller modifier le layer de l'enfant B. Donc on va s'arrêter là, et généralement les display lists des vieux groupes sont très faciles à redessiner puisqu'elles contiennent simplement des pointeurs vers les enfants. Alors, donc on en parlait il y a quelques minutes, les layers ne sont pas gratuits, il y a d'importants coûts mémoire, et surtout créer un layer ou le rafraîchir. Donc si jamais vous modifiez une vue, par exemple si vous avez un bouton avec un layer et que vous appuyez sur le bouton, il faut qu'on change l'état du layer, il faut qu'on réexécute les display lists, ou il faut qu'on réexécute le code en software, donc ça prend beaucoup de temps. Donc si vous utilisez les layers, essayez de les utiliser temporairement et généralement juste pour la durée d'une animation.
Et la manière de faire ça sera dans quelques slides. Oui, c'est ça. Donc on va en reparler. Alors, je viens de vous montrer les propriétés sur les vues. Et donc, dans Android 3.0, on a rajouté un nouveau mécanisme d'animation qu'on appelle les Property Animations. Puisqu'on avait un système d'animation dans Android avant 3.0, mais qui était assez nul, qui était très limité. Donc, vous pouvez faire des scales, des translates, rotate, alpha. Mais c'était tout et ça ne marchait que sur les vues. Avec les property animations, en fait, on peut animer n'importe quelle propriété de n'importe quel objet. Donc tout ce qui compte, c'est que vous ayez un objet cible, donc c'est un objet d'Alic, vous ayez le nom de la propriété et simplement les paramètres de début et de fin de l'animation. Donc une propriété, c'est simplement une paire de méthodes avec get et set. C'est juste une méthode get quelque chose qui retourne une valeur et une méthode set quelque chose qui prend une valeur du même type que le get. Donc si ça vous amuse, vous pouvez animer, je sais pas, des strings, des sockets, n'importe quoi. Du moment que vous avez des get et des set, vous pouvez utiliser le système d'animation. Donc voilà à quoi ressemble l'API du système d'animation. Donc par exemple ici on va utiliser un object animator et on va dire qu'on va animer un float sur une vue et on va animer la valeur alpha et on va la mettre à 0. Alors ça c'est une version, ça c'est la version courte de l'API. Donc on ne spécifie qu'une seule valeur, c'est-à-dire qu'on va animer l'alpha depuis sa valeur courante jusqu'à 0. Vous pouvez aussi spécifier la valeur de départ et la valeur de fin, vous pouvez créer des keyframes si vous voulez avoir des valeurs intermédiaires spécifiques. Mais généralement c'est comme ça qu'on s'en sert. Donc la string que vous passez là, c'est simplement quand vous avez set alpha, get alpha, vous passez cette partie-là du nom de méthode. Vous n'êtes pas obligé d'animer que des floats, vous pouvez animer donc que des vues, pardon, vous pouvez aussi animer par exemple des drawables. Si on anime la couleur d'un couleur drawable, vous pouvez animer d'autres propriétés, etc. Et vous n'êtes pas obligé d'animer que des floats, vous pouvez créer vos propres, ce qu'on appelle les évaluateurs. Donc si par exemple vous voulez animer un type que nous on ne connaît pas, je sais pas, vous avez des cercles par exemple que vous voulez agrandir, vous pouvez créer une classe custom qui va expliquer au système d'animation comment est-ce qu'on peut interpoler entre deux cercles ou entre deux objets quelconques. Voilà, donc je disais qu'il est important d'utiliser les layers hardware pour les animations. Donc généralement le code d'animation que vous écrirez ressemblera à quelque chose comme ça. Donc vous avez une vue, vous activez le layer hardware pour optimiser l'animation. Et ici on va faire une rotation en 3D à 180 degrés. Donc on prend la vue cible, la même vue que celle qui a le layer. On utilise une des constantes qu'on a pour les propriétés. L'intérêt d'utiliser ces constantes, c'est simplement des questions d'optimisation. Si vous passez la string, on va devoir passer par le code plus générique du système d'animation qui ne sera pas tout à fait aussi rapide que cette version-là. Mais si vous n'en servez pas, c'est pas très grave. Et puis on démarre l'animation. Mais comme je disais plus tôt, on ne veut pas garder le layer hardware constamment en mémoire, parce que ça utilise beaucoup de mémoire. Donc voilà le genre de code que vous devez écrire, malheureusement. Donc vous créez votre animation, et ensuite vous ajoutez un nouveau listener sur l'animation, et à la fin de l'animation, vous désactivez le layer sur la vue. Donc vous remettez le layer à none. Et ensuite vous démarrez votre animation. Et comme c'est nul, c'est beaucoup de code, c'est embêtant à écrire, on a peut-être une version, une API qui arrive qui sera plus sympa. Donc cette API pour les animations est relativement simple, mais c'était encore trop compliqué pour nous, parce qu'on est quand même assez fainéant. Donc on a créé une nouvelle animation, une nouvelle API dans 3.2 je crois, qui s'appelle le View Property Animator, qui simplifie encore les animations. Donc c'est non seulement plus facile pour vous, donc c'est une bonne raison de vous en servir, le code est plus facile à écrire, plus facile à lire, plus facile à maintenir, mais c'est aussi plus rapide. Le View Property Animator ne sait animer que des vues, donc le système d'animation a beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe et ça nous permet d'éviter beaucoup de choses. Par exemple, on n'a pas besoin de faire des appels GNI au code natif, ni de faire des appels par réflexion. Et on peut également optimiser donc, les demandes de redescendre la UI. Donc je vous recommande vivement, si vous utilisez Android 3.0, 3.2 et 4.0, d'utiliser le View Property Animator comme vous pouvez. Donc voilà à quoi ressemble la nouvelle API. Vous dites simplement view.animate, vous recevez cet objet View Property Animator. Et par exemple ici on veut faire un fondu, on veut faire disparaître une vue, on dit juste alpha 0, vous n'avez rien d'autre à faire, l'animation va commencer. On a choisi une durée par défaut qui marche bien dans les UI, mais vous pouvez choisir la durée que vous voulez. Donc la plupart du temps vous aurez juste à écrire ça. Vous avez accès à toutes les propriétés dont j'ai parlé plus tôt. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez, donc ignorez la dernière ligne de code pour le moment, donc si vous écrivez ces deux lignes de code l'une à la suite de l'autre, vous allez faire en fait une seule animation qui va faire l'alpha et la translation en même temps.
Mais au lieu d'écrire 2 lignes, vous pouvez simplement chaîner tous les appels, ce qui est une technique d'API qui est assez commune en Java. Et les layers sont utilisés là. Alors les layers justement ne sont pas utilisés là, donc même avec cette API, vous devez encore écrire le code des listeners là. Donc ce qu'on propose, c'est cette nouvelle API, voilà, où on aurait peut-être un with layer qui le fera automatiquement pour vous. Mais je ne peux pas vous garantir que ça arrivera, je ne peux rien vous promettre, ce sera peut-être dans une future version d'Android, mais je ne peux pas en parler de futures versions d'Android qui n'existent pas, peut-être. Mais il y a de grandes chances. Voilà. Gestion de la mémoire. Donc ça c'est deux outils intéressants que vous pouvez utiliser pour avoir une meilleure idée de ce que fait votre application avec la mémoire. Donc ce sont des outils en commande en ligne que vous devez utiliser avec la commande ADB. Donc ADB Shell DUM6. Donc DUM6 c'est un petit service qui tourne sur le téléphone ou la tablette qui permet simplement d'afficher des informations de debugging de tous les services qui tournent sur le système. Donc l'un de ces services s'appelle meminfo, donc memory info. Donc vous avez fait ADB Shell DUM6 meminfo, le nom de votre process, et vous allez obtenir un résultat qui ressemble à ça. Donc ça va simplement vous dire où est utilisée la mémoire et comment. Donc c'est un petit peu difficile à lire, donc je vais vous mettre en jaune les valeurs intéressantes. Voilà. Donc ici en bas, ce qui vous intéresse c'est la colonne qui s'appelle PSS. Donc ici en bas vous pouvez voir que pour ce process en particulier on utilise 26 mégaoctets de RAM. Et parmi ces 26 mégaoctets, on a 3 mégaoctets qui sont alloués par le code natif. Donc généralement le code natif, si vous n'écrivez pas de JNI dans votre application, c'est des allocations qui sont faites pour vous par le système. Vous n'avez pas vraiment à vous en soucier. Et ici vous pouvez voir la quantité de mémoire qui est utilisée par Dalvik. Donc ici à peu près 7 mégaoctets. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est le Other Dev. Donc ça, généralement, c'est la mémoire qui est allouée par les drivers. Donc, par exemple, les pilotes graphiques. Si vous activez l'accélération matérielle, vous verrez cette valeur augmenter. Donc ici, on a 12 mégaoctets de mémoire qui sont alloués. C'est parce qu'on utilise l'accélération matérielle. Donc ça, ces 12 mégas contiennent toutes les textures, tous les objets OpenGL, tous les buffers, les layers, les choses comme ça. Donc si vous avez des out of memory errors, vous pouvez commencer par regarder meminfo et puis vous verrez si c'est parce que vous utilisez trop de ressources graphiques, si c'est de Dalvik, si c'est du code natif. Je vous expliquerai bien le reste des colonnes, mais je me souviens même plus ce qu'elles veut dire, même si je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça. Cet outil meminfo est un petit peu compliqué parce que à cause du système de Zygote qu'on a dans Android. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Zygote? Donc une des techniques qu'on utilise pour économiser de la mémoire et optimiser le temps de chargement des applications, c'est un process qui s'appelle le Zygote, qu'on démarre lorsque l'appareil démarre, lorsque vous bootez votre téléphone ou votre tablette, donc on démarre ce process qui s'appelle Zygote, et dedans on charge en fait toutes les classes du framework, en fait les classes les plus utilisées, on charge aussi tous les drawable, donc par exemple tous les bitmaps que nous avons pour les boutons, les listes, les choses comme ça qui sont utilisées par toutes les applications, on charge tout ça dans le process qui s'appelle Zygote. Et ensuite, quand on lance votre application à vous, on fait simplement un fork, donc c'est un fork Unix de ce process-là, et on partage la mémoire. Donc en fait, on n'a pas besoin de recharger pour chaque application tous ces bitmaps, qui sont partagés par toutes les applications dans le système. Donc toutes ces colonnes-là, en fait, elles sont en rapport avec le Zygote. Donc par exemple ici, shared dirty, 15 mégas, ça veut dire que dans le process Zygote, on a 15 mégas de mémoire qui sont en fait partagés par toutes les applications que votre application utilise, mais qu'on n'a pas besoin de charger dans votre application. Donc c'est une optimisation très importante, mais qui rend parfois la vie un peu compliquée pour essayer de comprendre où va la mémoire et comment elle est utilisée. Donc concentrez-vous sur la première colonne, le PSS. Donc ça c'est la suite du... donc quand vous faites un meminfo, vous verrez deux parties. Donc ça c'est la deuxième partie. Alors ça c'est un peu plus intéressant parce on traque en fait certains objets particuliers. Ce qui est très pratique si vous avez, lorsque vous avez des out of memory exceptions, c'est parfois à cause de fuites mémoire en fait. Et c'est un moyen très simple de voir si vous avez des fuites mémoire qui sont créées par la UI. Donc ici vous verrez le nombre de vues et de viewroutes. Donc le nombre de viewroutes en fait c'est le nombre de fenêtres en gros qu'il y a dans votre application, le nombre d'activités si vous préférez. Vous pouvez voir très rapidement le nombre de composants graphiques que vous avez en mémoire à ce moment-là. Donc si par exemple votre application crash avec un out of memory error et que vous voyez qu'il y a 2000 vues, il y a beaucoup de chances pour que ce soit à cause d'une fuite mémoire. Et généralement, vous pouvez utiliser Hierarchy Viewer, l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour essayer de corréler le nombre de vues qui sont vraiment utilisées par la UI avec le nombre de vues qui sont allouées en mémoire et voir si elles correspondent bien.
Un bon indicateur de fuite mémoire, généralement, c'est si vous avez par exemple une seule activité à l'écran chargée et que vous voyez un nombre de vues root qui est supérieur à 1, il y a de fortes chances pour que vous ayez simplement leaké des fenêtres. J'ai écrit des articles plus détaillés à ce sujet sur le blog Android, je vous recommande de vous y référer. Pareil, le nombre d'activités, etc. La deuxième commande intéressante, si vous étiez Honeycomb et ICS, c'est le dump6 GFX info, qui là va vous donner des informations sur la mémoire utilisée par le système de rendu. Donc par exemple, ici vous pouvez voir la quantité de mémoire qui est allouée aux textures et la quantité de mémoire totale disponible pour les textures, ainsi que la quantité ici totale de mémoire utilisée par tous les objets graphiques. Donc ça, c'est pas forcément, ce sera utile rarement quand vous développez des applications, mais vous savez, si vous avez des problèmes de performance, c'est parfois parce que vous allez simplement arriver à court de mémoire dans les caches, et on va devoir supprimer des textures, parce que vous utilisez en fait tellement de textures différentes qu'on va devoir supprimer des textures de notre cache, ensuite on va devoir les remettre dans le cache, les resupprimer, les remettre, les resupprimer, etc. On a eu ce problème dans quelques applications en interne. Donc c'est intéressant de jeter un coup d'œil à vos caches et de vous assurer que vous n'en arrivez pas toujours à bout. Les seuls caches qui sont toujours alloués complètement, ce sont les fontes, donc ça c'est pour le texte, ça c'est complètement normal, donc ne vous en souciez pas trop. Et vous avez ici encore la liste des fenêtres qui sont connues par le système de rendu avec le nombre de vues par fenêtre. Donc encore une fois, si vous voyez 10 fenêtres et que vous êtes censé en avoir 2, il y a quelque chose de pas normal dans votre application. Alors, il me reste combien de temps 15 minutes, bon, je vais essayer de faire vite pour finir. Donc là, je veux simplement vous parler de certaines opérations graphiques que vous pouvez faire et vous expliquer si elles sont coûteuses, si elles sont peu coûteuses, notamment avec l'accélération matérielle. Donc par exemple, si vous appelez la fonction setAlpha sur une vue pour rendre une vue transparente, ou si vous utilisez le canvas directement, vous utilisez SaveLayer, en fait le setAlpha va utiliser cette API en interne. C'est très coûteux par défaut puisqu'on est obligé de créer un buffer temporaire pour dessiner la vue dedans, ce qui prend du temps parce que le rendu se fait en software, on doit allouer la mémoire, ce qui peut être coûteux, et créer le buffer temporaire, en plus on va devoir uploader une texture dans le GPU, ce qui prend encore plus de temps, et puis ça dépend des GPU, certains sont plus efficaces que d'autres, donc c'est pas terrible. En revanche, setAlpha peut être gratuit si vous utilisez un layer. Donc que le layer soit software ou hardware, une fois qu'on a un layer, appliquer l'alpha ne demande absolument rien au GPU, donc vous pouvez vous en servir. Donc ça c'est important si vous faites par exemple un fondu, vous avez une vue très compliquée comme une liste et que vous voulez la faire disparaître, assurez-vous de la mettre dans un layer avant d'appliquer l'animation alpha, sinon à chaque trame on va devoir créer des buffers temporaires et ça va être très coûteux. Alors, on a des optimisations en interne, on essaie de recycler nos buffers et des choses comme ça, mais il vaut mieux faire utiliser les layers. Malheureusement, créer un layer la première fois est très coûteux, puisque c'est une allocation mémoire, il faut faire le rendu. Alors en interne, on a un pool de layers. Ce qui se passe, c'est qu'on utilise des layers qui ont toujours des dimensions qui sont des multiples de 64 pixels. Donc, par exemple, si vous créez un layer de 12 par 12 et ensuite un layer de 36 par 36, en fait, en interne, on va être capable de réutiliser la même texture. Donc on n'aura pas besoin de refaire les allocations. Donc généralement, c'est les premières fois que vous allez allouer les layers que ça va être coûteux. Donc ce qui se passe, c'est que parfois, si vous créez un layer et que vous le faites sur une animation qui va être de très courte durée, la première fois qu'on va utiliser le layer, vous allez peut-être voir l'animation sauter quelques trames, parce qu'on va passer du temps à essayer de créer ce layer. Donc on a une API qui s'appelle Build Layer. Vous pouvez nous forcer à créer le layer en avance, en fait. Par exemple, lorsque vous appuyez sur un bouton, vous pouvez faire le Build Layer en avance. Donc le bouton est pressé, comme ça l'utilisateur ne voit pas le problème. Et puis si vous utilisez des layers, évitez d'appeler invalidate sur la vue qui a un layer, directement ou indirectement. Donc, par exemple, si vous changez la couleur d'une vue, des choses comme ça, on va être obligé de rafraîchir le layer, ça demande du boulot. Les layers, je l'ai déjà dit, mais ils se dessinent très rapidement. Et si vous vous souvenez de l'API, donc c'est SetLayerType, vous pouvez spécifier une paint qui est optionnelle. La paint vous permet d'appliquer des effets visuels. Par exemple, si vous voulez transformer une vue en noir et blanc ou lui appliquer un effet de couleur. C'est ce qu'on fait sur l'écran d'accueil d'ailleurs. Lorsque vous voulez supprimer un raccourci, quand vous le mettez au-dessus de la corbeille, il devient rouge. En fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on applique, via la paint, on peut appliquer un filtre de couleur, on lui dit affiche-le en rouge. Et donc ça, c'est presque gratuit pour le GPU. Donc, si vous avez des effets visuels intéressants à faire avec ça, n'hésitez pas à utiliser les layers. Encore une fois,
ma présentation de Google I.O. 2011 donne plus de détails sur ces API. Si vous faites du code de dessin à la main, donc si vous overridez la méthode andDraw de vos vues, faites très attention à comment vous utilisez les objets paint, bitmap et path, puisque chaque fois que vous modifiez ces objets, vous allez invalider des caches en interne de l'accélération matérielle, et donc ça va nous demander du temps de traitement supplémentaire à chaque fois. Et encore pire, si vous créez de nouveaux objets. Par exemple, j'ai vu beaucoup d'applications dont les fonctions de dessin vont faire un new paint à chaque fois. Donc non seulement ça va forcer le garbage collector à interrompre votre application de temps en temps, mais en plus vous allez complètement bypasser. Vous allez complètement éviter en fait les caches internes que nous avons et vous ne bénéficierez pas des performances complètes que l'accélération matérielle peut offrir. Autre chose qui est gratuit, donc les transformations dont on a parlé avec les properties sur les vues, que ce soit avec les layers ou pas, ça coûte rien. Donc si vous voulez faire des effets visuels un peu intéressants, des rotations en 3D, etc., n'hésitez pas, ça ne demande vraiment rien. Pareil, quand vous dessinez des bitmaps, sur l'objet paint, on a une fonction qui s'appelle setFilterBitmap, qui permet de s'assurer, lorsque le bitmap est transformé, donc agrandi, rétréci, ou vous appliquez des rotations, de lui appliquer un effet de floutage, donc le filtrage bilinéaire. Donc ça c'est presque gratuit avec le GPU, donc encore une fois n'hésitez pas, c'est plus joli à l'écran. Par contre en software c'est très coûteux. Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour optimiser pour le GPU est d'essayer de ne pas utiliser view.invalidate, mais à la place d'utiliser la version qui prend un rectangle. Donc si le cas typique c'est par exemple les champs texte, les champs de style du texte, vous avez un curseur qui clignote, on ne s'amuse pas à dessiner le champ texte en entier chaque fois que le curseur clignote, on dessine juste la partie qui contient le curseur. Donc faites la même chose si vous créez vos propres views. J'avais eu cette révélation lorsque je travaillais sur le premier téléphone Android, donc le T-Mobile, le G1. Donc lorsqu'on faisait le drag and drop par exemple, pour déplacer un icône, la première version du code redessinait tout l'écran, et c'était très très lent, ça allait à 5 frames par seconde. Et simplement en utilisant cette version d'invalidate à la place, on avait 60 images par seconde très facilement. L'intérêt pour nous, c'est que ça nous permet très rapidement de décider quelle vue on a besoin de dessiner ou pas, donc ça nous évite d'exécuter du code supplémentaire. Si vous faites encore une fois du dessin dans vos vues, alors ça, en software, c'est pas important du tout, mais si vous le faites en software, il n'y aura aucun impact négatif. Donc essayez de grouper toutes les primitives ensemble. Par exemple, j'ai vu beaucoup d'applications, donc notre application calendrier dans Nicom faisait ça. Elle dessinait une grille, donc elle dessinait tout un tas de lignes. Elle faisait simplement une boucle, donc il y avait une boucle for avec des drawlines dedans. Le problème, c'est que les GPU détestent ce genre de choses. Donc plutôt que de faire une boucle en dessinant tout un paquet de lignes, enfin une ligne à chaque fois au passage de la boucle, utilisez la version groupée de cette primitive, donc drawLines, où vous passez simplement un tableau de lignes à dessiner. Donc on peut le faire en une seule opération avec le GPU, c'est beaucoup plus efficace pour nous. Et de manière générale, avec les GPU, il faut éviter les changements d'état. Donc si vous modifiez la couleur, l'alpha, si vous faites des save et restore, si vous modifiez les translations, les rotations, des choses comme ça, ça peut causer des problèmes de performance. Alors, c'est pas très très grave si vous en faites quelques-uns, c'est si vous en faites des centaines dans des boucles, etc., que ça devient un problème. Évitez autant que possible. Donc vous pouvez grouper les commandes par primitive, et ensuite, après les avoir groupées par primitive, vous pouvez les grouper par paint que vous utilisez. Donc si vous utilisez plusieurs paint, par exemple, vous avez une paint qui est en rouge, une paint qui est en bleu, etc. Essayez de faire d'abord tous les objets qui sont rouges, puis tous les objets qui sont bleus. Et si vous utilisez les mêmes bitmaps, essayez de grouper par bitmap. Donc j'ai un exemple très simple. Imaginons qu'on a une application qui veut dessiner un icône du texte et puis une ligne pour souligner. Elle dessine ça plusieurs fois. Donc typiquement le genre de code que vous écrirez, vous verrez du drawText, drawBitmap, drawLine. Donc là on a un élément et on recommence drawText, drawBitmap, drawLine, etc. Donc ça c'est pas terrible pour le GPU. Donc on peut identifier les motifs qui se répètent et réordonner les commandes. Donc vous faites tous les drawText d'abord, tous les drawBitmap ensuite et tous les drawLine. Et ça, ce sera beaucoup plus efficace. Et encore mieux, plutôt que de faire 3 drawlines, on fait un seul drawline. Mais vous embêtez pas trop. Si vous n'avez pas de problème de performance, c'est pas la peine de s'embêter. C'est seulement si vous voyez que votre application n'est pas parfaitement fluide. Là, vous pouvez utiliser ce genre d'astuce. Donc, si vous en voulez en savoir plus sur l'accélération matérielle, donc j'ai cette présentation sur YouTube qui est en anglais. J'ai aussi donné pas mal de présentations
à Devoxx, donc toutes les vidéos sont disponibles sur parlais.com, et puis vous pouvez lire tous nos articles sur le blog officiel et sur le site officiel. Généralement, on essaie de regrouper sur d.android.com, donc il y a la partie blog, et je crois qu'on a une partie qui s'appelle référence, où on extrait tous les articles techniques du blog et on les remet à un seul endroit pour que ce soit plus facile d'accès. Et maintenant, on a encore un peu de temps pour les questions. Ouais, d'accord. Bon, donc si vous avez des questions sur ça ou d'autres choses, n'hésitez pas. Relative Layout est très coûteux, mais quand même moins coûteux qu'un arbre. Alors, Relative Layout peut être très coûteux. Ça dépend vraiment de ce que tu fais avec. Mais généralement, oui, un Relative Layout sera beaucoup moins coûteux que 3 ou 4 Linear Layout imbriqués. Alors, j'ai pas eu le temps de faire ce slide ce matin, mais on a créé un nouveau layout dans ACS qui s'appelle le Grid Layout, qui est maintenant disponible dans la Support Library. Vous savez ce que c'est, la Support Library? Je vois quelques personnes qui occupent le chef. Donc, la Support Library, c'est un petit jar qu'on propose dans le SDK qui donne accès à des nouvelles API qui sont dans Honeycomb et ACS et qui vous donne accès dans Cupcake, Eclair, etc. Donc, les versions précédentes d'Android. Donc, on a ce nouveau layout qui s'appelle Grid Layout, qui est beaucoup plus facile à utiliser que Relative Layout, qui est plus puissant, qui est plus rapide, qui est plus efficace. Donc je vous conseille vraiment, à partir de maintenant, prenez la Support Library et essayez d'utiliser le Grid Layout. J'avais fait une présentation à Devoxx en 2011, donc au mois de novembre, une présentation d'1 heure, c'était un Code Lab, je crois que je l'ai mis en ligne, sinon bon, j'essaierai de le mettre en ligne quelque part, où j'expliquais Grid Layout justement. Et l'exemple que je donnais, c'était un écran assez compliqué, donc il y avait des onglets, un formulaire pour rentrer un nom, un prénom, une date de naissance, des choses comme ça, etc. Et on peut le faire avec un seul grid layout, donc sans imbriquer aucun autre layout dans l'écran. On est aussi en train de travailler sur le support pour l'éditeur dans le plugin Eclipse, donc ce sera du drag and drop, donc le grid layout sera beaucoup plus facile. Mais jetez-y un œil, c'est un outil très très efficace et qui est assez facile à apprendre. Quand on utilise des outils, il vaut mieux mettre le layer hardware sur chaque item ou alors plutôt par les fuseurs? Il vaut mieux le mettre sur... alors, ça dépend. Si tu vas animer la liste entière, il vaut mieux mettre le layer sur la liste entière. Et sinon, les items eux-mêmes, tu peux essayer de mettre des layers hardware sur les items eux-mêmes pour améliorer le défilement, mais je ne suis pas certain que ça fera gagner grand-chose. On a déjà pas mal d'optimisation pour le faire. Si les items sont très complexes, ça peut aider. Mais généralement, c'est sur la liste. Concernant les propriétés de rotation des vues, enfin, c'est plus très frais dans mon esprit parce que j'avais bossé là-dessus il y a quelques mois, mais j'avais essayé d'utiliser ça pour faire en fait une liste vue horizontale. Et en fait, il y avait de gros problèmes de calcul du layout, en fait, du coup... Alors, oui, donc les propriétés de transformation vont modifier comment la vue se dessine. Elles vont aussi modifier comment on interprète les touch events, donc pour que ça marche bien quand vous tournez quelque chose, quand vous appuyez. Parce que l'ancien système d'animation était rigolo, quand on appliquait une animation de translation sur un bouton, si on déplaçait le bouton de là à là, donc le bouton à l'écran était là, il fallait appuyer là pour appuyer sur le bouton. C'était pas génial. Donc on a corrigé ça, mais c'est pas fait effectivement pour faire une... Ouais, c'est plus pour une animation temporaire en fait. Voilà, ou pour modifier, ou pour déplacer un objet à un endroit, mais ça va pas modifier la façon dont le layout se fait. Ouais. Donc pour ça, malheureusement, il vaut mieux réécrire un composant personnalisé. Mais il y a pas mal de gens qui nous demandent la liste horizontale. Ouais, bon, enfin on trouve du code source pour, de gens qui ont développé ça et qui le mettent en libre accès, mais c'est pas prévu d'avoir un composant... on a le composant qui s'appelle Galerie. Ouais, mais c'est pas tout à fait le même. On n'y a pas touché depuis des années. Je pensais d'ailleurs le marquer des préquels dans la version J d'Android, donc c'est dire à quel point on l'aime ce composant. Mais il n'y a rien de prévu pour le moment. Je vais dire, c'est embêtant comme réponse, je vais dire, il y a le code source de l'ISU, tu peux aller dedans puis remplacer tous les left par top, les right par bottom. Je sais plus si je vais essayer ça. Mais galerie, c'est quand même assez utile. Hein. Je sais pas si... le problème, c'est qu'il y a relativement peu d'applications qui s'en servent. Ouais. C'est pas du tout utilisé par le système standard. Il y a de gros problèmes de performance, que ça ne recycle pas les vues. Mais, on verra ça dépend, on verra ce qu'on va faire avec. C'est pas génial. Mais si un jour tu écris une ISU horizontale, dis-le moi, on verra ce qu'on peut faire. Pas d'autres questions? D'autres choses de
prévu sur la version J Android? Je ne peux rien dire. Rien. Non. On va corriger des bugs, on va rajouter des fonctionnalités, on va rajouter des bugs. Voilà, ça pourrait. Si j'avais une dernière question de Hierarchy Viewer, il me semblait que ça marchait pas sur tous les appareils. Alors, Hierarchy Viewer, oui, effectivement, très bonne remarque. D'ailleurs, je vais vous en faire une démo. Hierarchy Viewer ne marche pas sur les appareils qui sont vendus dans le commerce, ce qui est dommage puisque c'est ceux que vous utilisez. Mais j'ai créé un projet qui est disponible sur GitHub. Donc si vous allez sur github.com/viewserver, vous cherchez viewserver et puis mon nom. J'ai en fait extrait la partie de Hierarchy Viewer qui est sur le téléphone et vous pouvez l'intégrer à votre application pour l'utiliser sur n'importe quel téléphone. Et alors, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça c'est un téléphone spécial, donc ça marche directement avec ce téléphone. Mais ça devrait marcher aussi dans l'émulateur normalement, le Hierarchy Viewer sans modification. Donc, par exemple, je vais aller dans les paramètres du téléphone et on va aller inspecter la hiérarchie des paramètres du téléphone. Donc Hierarchy Viewer ressemble à ça, c'est également intégré à Eclipse. Donc ça c'est la version standalone. Donc quand vous lancez l'outil, vous voyez la liste de toutes les fenêtres qui sont actuellement activées dans le système. Et celle qui est en gras, c'est la fenêtre qui a le focus. Donc c'est généralement la fenêtre que vous voyez affichée à l'écran. Donc vous sélectionnez la fenêtre qui vous intéresse, vous cliquez Load View Hierarchy. Ça prend parfois un peu de temps. Alors l'intérêt, ouais, bon, je vais vous en parler plus tard. Donc voilà, donc vous pouvez voir l'arbre complet ici de la hiérarchie. Vous pouvez voir, donc c'est vraiment les paramètres du téléphone qui sont dans SIS. Et donc si vous cliquez sur un élément, voilà, vous pouvez voir un screenshot en fait de cette partie-là de l'arbre. C'est exactement ce que je vois sur mon téléphone. Vous pouvez afficher des informations supplémentaires, vous pouvez voir combien cette partie-là de l'arbre a d'enfants, combien de temps ça prend pour la dessiner, combien de temps ça prend pour faire la mise en page, etc. Mais ce qui est encore plus utile, c'est, voilà, ici, vous avez la liste des propriétés. Donc si vous ouvrez ça, vous pouvez voir quel est l'alpha de la vue, quelle est sa rotation, quelle est sa translation, etc. Donc lorsque vous avez des bugs dans votre layout, si vous avez un objet qui n'apparaît pas à l'écran et qui n'est pas là où vous pensez qu'il devrait être, vous pouvez aller inspecter les propriétés pour vous assurer que les paramètres de layout sont bien ceux que vous pensez. Vous pouvez faire tout, et d'ailleurs vous pouvez même rajouter vos propres paramètres. Si vous faites des vues personnalisées, donc si vous étendez la classe view du groupe, il y a une annotation qui s'appelle viewDebug.exportedProperty. Il suffit de la mettre sur un champ ou sur une méthode et la valeur va automatiquement apparaître dans l'outil. C'est un système qui est très pratique pour débugger. Ici vous pouvez voir une version squelette en fait de votre UI. Vous pouvez cliquer directement sur les objets pour les sélectionner. Donc vous dites tiens, c'est quoi cet objet bizarre que j'ai ici à l'écran, je clique dessus. Voilà, c'est une text view. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant? Vous pouvez forcer, alors ça c'est pas très utile forcément quand on fait des applications, mais quand vous sélectionnez une vue, vous pouvez forcer des invalidate et des request layout sur la vue en cliquant sur ces boutons. Vous pouvez exporter votre fenêtre sous forme d'un fichier Photoshop. D'ailleurs on va le faire, c'est marrant. Donc ça c'est pratique quand vous voulez tester des mocks, vous travaillez sur l'interface, sur le design et vous voulez essayer quelque chose assez rapidement. Vous pouvez exporter la UI. On est encore en train de faire l'export. Peut-être que ça marche pas là. Ça marchait hier. Ah. Pareil, c'est capture layers sur le desktop. Bon, ça n'a pas l'air de marcher, mais quand ça marche, c'est super. Donc ça vous crée un fichier Photoshop en fait que d'ailleurs on a fait attention, il est compatible avec des outils gratuits comme The Gimp ou d'autres outils sous Mac comme Pixelmator. Chaque vue en fait de la UI devient un layer dans Photoshop.
Ça vous permet très facilement de manipuler les choses, de les déplacer à l'écran, etc. Et les noms que vous utilisez dans vos fichiers XML, par exemple si vous avez un bouton que vous avez appelé, je ne sais pas, sauvegarder, ce nom-là sera réutilisé dans Photoshop, donc vous pouvez rapidement identifier les objets. Vous pouvez également basculer dans un mode, est-ce que c'est là? Vous pouvez aller voir le mode Inspect Screenshot. Donc ça c'est pratique si vous travaillez avec des designers qui vous donnent en fait donc un prototype de l'interface graphique. Ça va vous afficher voilà, ce qu'il y a à l'écran sur le téléphone. Vous pouvez inspecter les couleurs, etc. Vous assurer que c'est pareil. Ici, vous pouvez regarder les vues. Voilà, donc à droite, quand je sélectionne une vue, vous pouvez voir la taille de la vue, son padding, la baseline du texte, etc. Et vous pouvez surtout charger un overlay. Donc ici, voilà, load overlay. Vous pouvez rajouter une image que vous allez superposer en transparent par-dessus ce qu'il y a sur le téléphone. Donc, prototype que vous a donné les designers. Vous pouvez comparer vraiment au pixel près, voir si votre implémentation correspond à ce qu'a fait le designer. Donc ça aussi c'est utile. Et puis vous pouvez activer le mode auto-refresh. Donc là automatiquement quand je manipule la UI normalement ça devrait se mettre à jour. Voilà. C'est pas très rapide mais ça vous permet quand même de bosser en temps réel. C'était quoi les points rouges Ah oui, très bonne question. Alors les points rouges, voilà, donc ces points-là de couleur. Donc dans l'ordre, c'est la méthode onMeasure, ensuite la méthode onLayout et la méthode onDraw. Et ces points de couleur vous permettent d'identifier quelle est la partie de l'arbre qui prend le plus de temps en fait, pour chacune de ces opérations. Donc, par exemple, si un point est rouge, ça veut dire que c'est là qu'on passe le plus de temps pour ce sous-arbre. Et si le point est vert, c'est que c'est bon. Donc, par exemple, ici, on voit que c'est là où on passe du temps pour le dessin. On va aller chercher. Est-ce qu'il y a un point rouge suivant? Non, là il n'y a pas de point rouge suivant en fait, donc tout ce qui se passe c'est que c'est là où on passe la majeure partie du temps, mais chaque enfant de cette vue-là ne prend pas vraiment beaucoup de temps, c'est juste qu'on a beaucoup d'enfants, donc au final ça prend un certain temps. Mais donc généralement si vous essayez d'optimiser votre application, suivez simplement les points rouges et les points jaunes, et puis regardez les valeurs qui vous sont affichées ici. Alors là c'est difficile à lire là sur le projecteur, mais ça vous donne le temps en millisecondes pour chacune de ces opérations. Donc ici par exemple on met 8 millisecondes à dessiner la list view et 11 millisecondes à faire le layout. Donc on pourrait probablement optimiser un peu le layout pour que ce soit plus efficace. On a fini? Je pense que là, ok. Oui, puis je vois qu'il fait chaud, tout le monde commence à s'endormir. Ou alors je suis chaud. On peut récupérer la présentation? Oui, la présentation, on les mettra en quelque part, on donnera les liens. On les mettra sur le lien, on les mettra sur le site du POG. Le site du POG, oui, pour encore plus. Voilà, site du POG. À moitié une digression, on était 80. Vas-y. Une des raisons pour lesquelles je suis tout récemment, parce que ça je le fais à la version. Ouais. C'est pour porter